Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. On va accueillir maintenant le professeur Marie-Pierre Revel et ensuite ce sera le professeur Éric Côme. Marie-Pierre Revel, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marie-Pierre Revel, vous êtes chef de l'unité de radiologie cardio-thoracique à l'hôpital Cochin et vous allez nous parler de l'apport de l'imagerie thoracique dans la compréhension du virus. Allez-y. Tout à fait. Alors, je dirais que l'imagerie, ça a trois rôles dans la pneumonie Covid. Un premier rôle, je vais essayer de me caler un petit peu mieux avec ma caméra, désolée, je suis un peu de travers, c'est pire encore, voilà. Le premier rôle, c'est un rôle diagnostique. Le deuxième rôle, c'est un rôle pronostic. Et le troisième rôle, c'est la détection des complications. Alors, pour ce qui est du rôle diagnostique, je vais un peu expliquer ce que c'est les performances du scanner parce que malheureusement, il y a eu au départ beaucoup de publications chinoises pas de très bonne qualité qui ont semé un peu la confusion en disant que le scanner, ça avait une sensibilité de 97% et une spécificité de 25%. Alors, pour ceux des auditeurs qui ne sont pas spécialistes, la sensibilité, c'est la capacité à identifier la maladie quand elle est présente. Et la spécificité, c'est la capacité à ne pas la confondre avec autre chose. Et donc, vous voyez que ces premières publications disaient sensibilité extrêmement élevée, proche de 100% et faible spécificité. Et nous, en Europe, c'est pas du tout ce qu'on a comme performance. Hein. On a des sensibilités, des spécificités proches de 90% sur une étude française qui est 4800 participants sur 26 centres. Vous voyez que c'est assez différent. Ce qui veut dire que le scanner thoracique, et c'est du scanner thoracique que je parle, peut identifier la maladie avec une bonne exactitude. Hein. Contrairement à la radiographie du poumon, alors je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'antenne, j'ai donné un exemple. Voilà. Donc ça, c'est un patient qui a des signes de pneumonie tout à fait caractéristiques. Ça donne ce qu'on appelle des images en vert dépoli. Alors, je crois que si on fait une animation, on les voit apparaître. Voilà, c'est ce qui est entouré en jaune. Donc, c'est des images de très faible densité, ce qui fait qu'on ne les détecte pas sur la radiographie du poumon, qui est l'image que vous voyez sur la gauche de l'écran. Hein. Donc, contrairement à la radio qui n'est pas la radiographie simple du poumon, qui n'est pas performante, au mieux, on peut espérer une fois sur deux une bonne identification. Le scanner, c'est très performant. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut s'en servir ? Et c'est ce qu'on a préconisé dans les recommandations de la Société d'imagerie thoracique. On s'en est servi pendant la première phase chez les patients qui se présentaient à l'hôpital avec des signes respiratoires parce que ça allait très vite. Ça allait plus vite que la PCR et je souligne tout de suite que bien évidemment la PCR, c'est-à-dire l'identification du virus, reste le test indispensable chez tous les patients. Mais grâce à sa performance, hein, je vous expliquais qu'on pouvait identifier de façon très rapide et très performante la maladie sur le scanner des patients. Dans la première vague, pour tous les patients qui se présentaient aux urgences, on gagnait beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est l'apport, on va dire, diagnostique. Après, l'apport pronostic, ça maintenant, on a plein de données là-dessus et c'est assez logique. Hein, il ne fallait pas être grand devin pour l'identifier. Plus l'étendue des anomalies qu'on voit sur le scanner est importante et plus on a une probabilité que le patient nécessite une phase de soins intensifs. Je ne dirais pas d'intubation parce que maintenant on évite vraiment d'intuber les patients, on essaie de donner de l'oxygène par d'autres moyens, mais en fonction de l'étendue qu'on constate au moment de la présentation, on peut vraiment catégoriser les patients qui vont faire une forme grave de la maladie. Voilà. Et puis, dernier point, sur la détection des complications, il y a eu un sujet sur la Covid-19 compliquée d'autres choses, et notamment d'une embolie pulmonaire.
Vous savez qu'on estime que le premier patient qui est décédé en France, il est en fait décédé de ça plus que de la maladie elle-même, parce que le virus va, au moment où on va enclencher la réaction inflammatoire, la réaction immunologique, il y a une espèce d'affolement de la coagulation et un état d'hypercoagulation. Et donc le scanner, ça permet, et c'était ça qu'on a aussi préconisé avec mes collègues de la Société d'imagerie thoracique, que quand un patient s'aggrave, il fallait faire un scanner, non plus seulement un scanner simple, mais un scanner en injectant du produit de contraste iodé pour détecter une complication d'embolie. Et on a vu que chez les patients des soins intensifs, on avait des incidences cumulées qui étaient de l'ordre de 25-30%, donc qui sont quand même élevées, alors qu'à la présentation initiale, ça reste quand même quelque chose de rare, hein. Là, on a une seule étude à ma connaissance qui a pris le parti, dès le départ, de faire un scanner avec injection, qui est la technique qui permet de détecter l'embolie pulmonaire. Et on a vu que au tout départ, chez des patients consécutifs non triés, c'est pas spécialement fréquent, hein. Mais par contre, chez les patients qui développent des formes graves et qui vont s'aggraver, là, il faut rechercher cette complication et c'est ce que le scanner permet. Dernière chose, on a conduit un projet à l'échelon français qui était de collecter une grande quantité de données. C'est un projet qui s'appelle le projet STOIC, où on a annoté 11 090 scanners de patients suspects d'infection par le SARS-CoV-2 et sur lesquels on n'a pas simplement annoté les anomalies en rapport avec la pneumonie elle-même, mais d'autres facteurs qui permettent de mieux caractériser les patients. Par exemple, si leurs artères coronaires étaient calcifiées, s'il y avait une quantité de graisse anormale autour du cœur, enfin ce genre d'informations, pour essayer de comprendre les facteurs qui permettent au mieux de prédire cette aggravation secondaire, parce que c'est ces patients-là pour lesquels on va devoir mettre en œuvre les thérapeutiques antivirales dès lors qu'elles seront disponibles. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a pas vraiment de traitement qui ait fait preuve de l'efficacité sur la phase virale de l'infection, mais ça va probablement venir, en tout cas on l'espère. Ce qu'on a mis en évidence, c'est le bénéfice des corticoïdes chez les patients qui ont, une fois qu'ils ont développé la phase inflammatoire sévère, la deuxième partie de la maladie. Voilà, donc pour résumer, la technique d'imagerie qu'on doit mettre en œuvre quand elle est indiquée, et ça n'est le cas que chez les patients qui ont des signes respiratoires, parce que ça aide à l'identification de la pneumonie et ça permet aussi de vérifier qu'on n'est pas en face d'une autre maladie qui, elle, nécessiterait des antibiotiques, hein, une bronchopneumonie bactérienne, par exemple. Hein, sur le scanner, on arrive bien à faire la différence entre les deux. Donc, intérêt diagnostique initial, même si la PCR reste le test incontournable. Intérêt pronostic parce que selon l'étendue des anomalies que je vous ai montrées, là, ces images en vert dépoli qu'on rate sur la radio mais qu'on voit très bien sur le scanner, on sait quels patients sont susceptibles de présenter une aggravation secondaire. Et puis, intérêt dans la détection des complications. Quand un patient est déjà hospitalisé et puis qui s'aggrave, il faut savoir s'il s'aggrave parce que la maladie s'est étendue ou parce qu'il y a d'autres phénomènes associés à la pneumonie, notamment des problématiques d'embolie pulmonaire qui, elles, nécessitent un traitement spécifique. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur cet apport de l'imagerie. Dernière chose, oui. Vous savez, on aborde maintenant une deuxième vague alors qu'on est à peine sorti de la première et qu'on est dans une phase où on évalue les patients qui ont présenté des formes graves de pneumonie. C'est aussi un des rôles de l'imagerie que de réévaluer les patients pour décider certains traitements de corticoïdes pour éviter
la pérennisation de remaniements fibreux. Alors normalement, la fibrose, c'est une cicatrisation du poumon qui est réversible, mais on s'est rendu compte que les patients passent par une phase intermédiaire qu'on appelle de la pneumonie organisée. La pneumonie organisée, c'est la façon qu'a le poumon de réagir à beaucoup de types d'agressions, que ce soit une agression par une infection virale, mais aussi par des rayons ou par la toxicité de certains médicaments. Et vers 1 mois après le début, une fois qu'ils ont passé toute cette phase d'aggravation et puis qu'on revient vers la normalisation, chez certains patients, et on est en train d'affiner ça avec nos collègues pneumologues, il faut une réévaluation à la fois clinique, fonctionnelle et par le scanner pour éviter la pérennisation de séquelles fibreuses. Et donc là, c'est un deuxième moment où on peut discuter l'instauration d'un traitement par les corticoïdes. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire toutes les 5 minutes, mais voilà, à 3 semaines, 1 mois, il y a des anomalies qui peuvent être mises en évidence et qui peuvent inciter à prescrire un traitement à visée antifibrosant et notamment des corticoïdes. Je vous remercie, professeur Marie-Pierre Revel. On va essayer de se garder, on va accueillir le professeur Eric Combe dans 1 minute. On va essayer de se garder un petit temps de dialogue tous ensemble à la fin de la session. On me pose une question rapide. Pourquoi les conclusions des scanners thoraciques dans les cas d'atteinte pulmonaire sont chiffrées en pourcentage ? Parce que justement, ça, en fonction de degré d'extension de la maladie, on a une indication pronostique. En gros, il y a 2 chiffres à retenir. 25%, quand on est à moins de 25% d'étendue des anomalies, c'est assez rassurant. Et quand on est à plus de 50% et qu'on est à moins de 10 jours, là, on est franchement inquiet. Autre question, on a bien compris l'importance du scanner. Je crois que les auditeurs, les téléspectateurs ont bien compris. Et ils me demandent justement si on a assez de scanners en France. Alors, c'est une question un peu difficile. En termes d'équipement, on n'a pas. En termes d'équipement, on est à peu près au niveau de la Turquie. Hein, je vais le dire, je sais que c'est pas politiquement correct, mais je vais le dire. l'IRM. Je dirais que la situation des scanners, elle est moins problématique que ce qui concerne l'IRM, où là, vraiment, on manque d'équipement. Tout dépend des délais de rendez-vous. Bon, en tout cas, au niveau, je prétends pas avoir une vision globale sur tout le territoire. Je peux simplement dire que on aimerait avoir plus d'équipement là où je travaille, à l'hôpital Cochin. On est en attente de l'obtention d'un scanner dédié urgence qui permette que les patients qui ont rendez-vous soient pris à l'heure, qu'on n'ait pas besoin d'intercaler les urgences entre les rendez-vous. Mais il nous faut aussi plus de radiologues parce que et plus de manipulateurs radio. Et c'est ça un peu qui est problématique en ce moment. C'est pas seulement malheureusement l'équipement, c'est le nombre de radiologues et le nombre surtout de manipulateurs radio. On est dans une situation très tendue et je profite de cette petite fenêtre pour leur réadresser mes remerciements par rapport à l'engagement qu'ils ont eu dans cette pandémie. On parle toujours des infirmiers, des médecins, mais les manip radio qui vont s'occuper des patients en réanimation au quotidien, faut pas les oublier. On les oublie pas, et c'est un peu le même problème partout. Hein. C'est pas simplement un problème d'équipement, c'est aussi un problème de personnel. Pareil pour la réanimation. Voilà. Les machines, il faut le personnel. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.